Donc pour continuer un petit peu sur cette dimension-là, on va faire un petit voyage dans la deuxième limite planétaire qu'on va aborder ce soir, qui est l'érosion de la biodiversité. Et pour ça, j'appelle Marc Giroux, qui est écologue spécialiste de la biodiversité des vertébrés. Il a travaillé 20 ans en bureau d'études, donc à accompagner des entreprises sur la prise en compte de la biodiversité dans leur stratégie RSE. Et maintenant, il est chargé d'affaires pour la Ligue de protection des oiseaux, une des principales associations de défense de la nature en France. Marc, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, merci pour votre accueil. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la biodiversité. Alors la biodiversité a été très longtemps le parent pauvre des engagements autour du développement durable et de la transition écologique. Par chance, c'est en train de changer. Alors je vais d'abord commencer par un petit état des lieux de la biodiversité à travers le monde, puis après une emprise plus régionale et les implications que ça peut avoir vis-à-vis de certains modèles économiques, notamment entrepreneuriales, parce qu'il y a des solutions qui sont associées à la préservation de cette biodiversité. Alors, voilà comment ça va se dérouler. D'abord, quelques rappels autour de la biodiversité. Quelles sont les notions qui sont importantes à avoir à l'esprit pour bien comprendre les interactions qui vont soutenir cette biodiversité. Après, les constats associés à cette biodiversité, parce qu'on entend souvent parler de la crise de la biodiversité après avoir entendu parler de la crise du climat. Les constats en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on pourrait parfaitement se dire mais c'est des constats mondiaux, très généraux, mais en fait on peut les observer de manière très très locale dans notre quotidien. Les causes, qui sont travaillées par un groupe d'experts, un peu à l'instar de ce qui est fait par le GIEC, qui s'appelle l'IPBES, et quelles sont donc les conséquences pour les entreprises, en termes positifs ou négatifs également, quoi. Alors, quelques rappels autour de la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est d'abord déjà ce qu'on appelle la diversité des espèces. Vous êtes différent de la plante verte qu'on voit dehors, on constitue deux espèces différentes. Voilà. La diversité génétique, il suffit de se regarder dans la salle, on se rend compte qu'on est tous différents les uns des autres, on représente une diversité génétique, on n'a pas le même patrimoine. Et la diversité des écosystèmes dans lesquels naturellement vivent ces espèces. On ne va pas trouver dans une prairie, on ne trouve pas d'arbres. Et à l'inverse, dans une forêt, on ne trouve pas une prairie. C'est donc deux écosystèmes différents. C'est des exemples caricaturaux, mais c'est pour bien poser les bases. Et la biodiversité, ça sert à plusieurs services. C'est des services qu'on appelle écosystémiques. Il y a des services dits de support, d'approvisionnement, de régulation et des services culturels. Alors pour bien exposer un petit peu ce que ça peut représenter, ces différents éléments. La diversité des espèces, donc là j'ai représenté la petite pastille, c'est ici. Voilà. Ça, c'est une levure, parce que la diversité des espèces, ce n'est pas forcément que des vertébrés ou des végétaux qu'on va pouvoir appréhender, mais il y a tout ce qui est le monde microbien. On en héberge une grande quantité dans notre tube digestif. La diversité des écosystèmes, donc là on a un exemple avec de l'écosystème urbain, de l'écosystème prairial, culture et des secteurs en déprise agricoles et des secteurs forestiers. Donc là, c'est la diversité des écosystèmes. Et la diversité génétique, un exemple qui peut nous concerner directement dans le sens où, quand on fait ses courses, on se rend bien compte de ce que l'on peut acheter sur l'étal de légumes. Et au-dessus, c'est la diversité des variétés cultivées de légumes il y a à peu près un siècle. Et puis, actuellement, voilà ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on a divisé par 10, sinon plus, la diversité de notre ressource alimentaire. Et cette baisse de diversité génétique va avoir peut avoir des conséquences assez dramatiques pour nos modèles. Et donc, quand je disais que ça avait des services, pardon, trompé de bouton. Donc, parmi les services supports, là, on a la biosphère. Ça a été déjà abordé tout à l'heure dans la conférence précédente, qui faisait partie du grand cycle climatique, qui a une influence sur le cycle climatique. La biosphère, c'est ce qui nous permet de respirer. L'oxygène, elle est produite non pas par la forêt amazonienne comme il est souvent prétendu, mais c'est avant tout par des micro-organismes, des algues qui sont présentes dans les océans. C'est ces organismes-là qui produisent l'essentiel de l'oxygène qui nous permet de respirer. Les services d'approvisionnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des légumes, fruits qu'on peut consommer.
mais pas que, hein. Par exemple, on voit dans cette salle qu'il y a du bois. Tout ça, c'est produit par la biodiversité. Les services de régulation. Donc là, on peut s'interroger sur le fait qu'on voit oui ou non de la biodiversité, mais en fait, derrière cette image d'inondation, les événements climatiques extrêmes, comme il a été présenté avant, vont être relativement, dans une certaine mesure naturellement, tamponnés par la biodiversité qui peut être associée aux écosystèmes concernés. Hein. Une forêt alluviale va ralentir les phénomènes de crue, entre autres par exemple. Voilà, c'est un sol végétalisé va permettre une percolation de l'eau dans le sol et donc diminuer en conséquence les aléas issus de fortes précipitations. Et là ici c'est le service culturel. Et en fait c'est une photo aérienne de Central Park, juste pour illustrer que les résidences qui coûtent le plus cher en fait sont juste en marge de Central Park avec une vue directe sur ce dernier. Donc en fait, c'est-à-dire que naturellement, on a en nous un attrait pour l'environnement, le naturel, et qui va se retraduire justement dans la valeur qu'on peut allouer à un bien immobilier quand on veut habiter à New York. Alors, la biodiversité, comment ça marche d'une manière un peu générale? Alors, c'est un réseau d'êtres vivants qui implique des interdépendances entre espèces et individus et intégré à une dynamique temporelle et spatiale. Et pour réaliser ces constats, il y a des besoins associés aux différentes espèces, notamment réaliser un cycle de vie, c'est-à-dire se reproduire, notamment, assurer une diversité génétique et trouver des congénères. Alors pour l'illustrer, voilà, sur les constats, l'interdépendance des êtres, là j'ai mis un exemple caricatural, un loup, hein, parce que ça défraie régulièrement la chronique, un cerf, une forêt, très très simple. Si on supprime le loup, forcément, les cerfs vont être plus abondants et la forêt va avoir des problèmes. C'est un exemple caricatural à nouveau, mais qui a été documenté, notamment en Amérique, hein, sur le parc naturel de Yellowstone, où ils ont fait le constat qu'en l'absence de loup, la forêt ne se régénérait pas et il y avait des incidences sur l'ensemble de la faune associée, et y compris la faune qui n'était pas dépendante de systèmes forestiers. J'évoquais la temporalité. Là, c'est ce qu'on appelle une succession écologique qui va mobiliser un grand nombre d'espèces qui vont être en interaction les unes avec les autres, où on passe d'un plan d'eau nu à un plan d'eau végétalisé qui va finalement finir par se combler petit à petit au fur et à mesure du temps par l'accumulation de matières organiques. Et on passe donc d'une mare ou d'un étang, d'un lac, à un système forestier. En Franche-Comté ou même en Bourgogne, on le constate assez facilement à travers les tourbières. Les tourbières sont d'anciens lacs qui ont fini par se combler et donc arriver à ce stade-là. Alors à ce stade-là, ça c'est pas systématiquement dans les tourbières, mais en tout cas quelque chose qu'on peut observer. Et donc les besoins. Le besoin du cycle de vie du moustique, pour l'illustrer, hein, le moustique il a besoin de s'alimenter, nous piquer, pondre ses œufs dans un plan d'eau, les larves se développent dans le plan d'eau, et voilà, ainsi de suite, le cycle se perpétue. La diversité génétique, là c'était surtout pour illustrer, donc on pourrait dire que c'est que des humains qui sont là, et si on extrait un grand nombre d'individus du pool de la population, on va donc se retrouver avec une diversité génétique relativement pauvre, et plus cette diversité génétique va être faible, plus elle va être soumise à l'aléa. Je pense notamment par exemple au Covid, on n'a pas tous été sensibles de la même manière à cet événement, à cette pandémie mondiale, mais d'une manière générale, plus on va être biodiverse, plus on va être résilient face à ces aléas-là. Et donc pour la biodiversité, elle a besoin de se rencontrer pour pouvoir assurer une certaine diversité génétique. Et c'est ce qu'on a besoin à travers ce qu'on appelle des corridors hein, en écologie générale. Et donc c'est des chemins, et typiquement en France, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est tout ce qui a été travaillé autour de la trame verte et bleue, hein, qui permettent d'identifier quelles sont les continuités qui vont permettre à la biodiversité de se rencontrer et d'échanger. Et tout ça, ça forme un paysage. Alors, d'une manière générale, les grands constats associés à la biodiversité, c'est peut-être les 3 items qui sont très importants à avoir à l'esprit, c'est moins un environnement est biodiverse s'il est simple et homogène. C'est-à-dire une grande culture, on se rend bien compte qu'il n'y a pas beaucoup de biodiversité, sinon la culture qu'on aura mis en place dedans. Moins biodiverse s'il est très nourricier. Ça, c'est un principe fondamental de la biodiversité, c'est-à-dire que plus un environnement est très riche en éléments nutritifs pour les êtres vivants qui y sont associés, moins il va être biodiverse.
plus un environnement sera moins nourricier, plus il va être biodivers. Parce que les individus qui vont être adaptés à des environnements très riches vont quand même réussir à trouver leur subsistance dans ces environnements pauvres. Et à l'inverse, on a un grand nombre d'espèces qui vont être dépendants des environnements pauvres. Et d'une manière assez générale, un environnement est beaucoup plus résilient aux aléas, aux perturbations, quand il est biodivers. Alors ça se constate assez facilement. Quand voilà, le paysage, quand on a un réseau de haies, un petit bois, un ruisseau, plusieurs petites parcelles exploitées différemment, on a effectivement un grand nombre d'espèces qui peuvent y être associées. Et à l'inverse, c'est ce que je disais, une grande culture, on va avoir très très peu d'espèces qui peuvent être adaptées à cet environnement-là. Le caractère nourricier d'un environnement, ça a été travaillé notamment sur l'impact de l'azote dans les sols. C'est un des principaux éléments qu'on va transmettre dans nos cultures pour pouvoir faire pousser les céréales. Et en fait, on se rend compte que la richesse en insectes va décroissante plus l'environnement est très riche d'un point de vue nutritif. Et également, il a été travaillé le caractère résilient des écosystèmes en lien avec la biodiversité. C'est-à-dire plus un environnement est biodivers, plus il est résilient. Voilà, donc ça, c'est des principes assez fondamentaux qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et tout ça parce que nous-mêmes, on fait partie de cette biodiversité. Donc en ce sens-là, il est très important de la prendre en considération. Alors les constats de la biodiversité, on entend souvent parler de crise de la biodiversité et de la 6e crise d'extinction de masse. Ben, en fait, c'est simplement sur la base des constats de ce que l'on en connaît qui disparaît, qui n'est plus présent. Mais pas que, il y a aussi des constats de transformation substantielle vraiment très importante en termes de représentativité, de la représentation des différentes espèces à l'échelle mondiale. Voilà, il y a 10 000 ans, les animaux sauvages, c'était 95-99% de la biomasse présente sur Terre. Maintenant, on est plutôt à l'exact inverse, où la biomasse dominante, c'est nos bétails, avec une part également significative d'humains. Alors, également, souvent entendu parler, est-ce que l'homme est responsable de cette crise de la biodiversité? On a eu quelques éléments de réponse tout à l'heure sur le climat. Et bien effectivement, y compris indépendamment des influences du climat, on a réussi à documenter le fait que la biodiversité était en crise du fait de l'humain. Là ici, c'est les taux d'extinction à travers la colonisation de l'homme sur la planète. Et en fait, on se rend compte que ça va croissant. Et là également, c'est en lien avec la mégafaune, parce qu'on est des êtres relativement fainéants, on va au plus facile. Entre attraper un éléphant, au moins on aura à manger pour longtemps, ou attraper un petit moineau, on se rend bien compte que tenter d'attraper l'éléphant sera plus pratique. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui a généré ce décroché en termes concernant ce qu'on appelle les grands mammifères. Avec la sévérité des déclins qui va croissant, plus on va sur l'époque contemporaine. Alors d'une manière générale, pour pouvoir l'évaluer, notre influence, cette influence, est-ce qu'une espèce va bien, est-ce qu'elle va mal, c'est travailler au niveau de l'UICN, c'est l'Union internationale de la conservation de la nature, qui est basée sur 4 critères principaux que sont la réduction des populations, la réduction des aires d'occurrence d'occupation, la taille des populations et également une analyse quantitative de probabilité de disparition sur un pas de temps donné. On attribue une note de probabilité de disparition de l'espèce à court ou moyen terme. C'est ce qu'on appelle les listes rouges. Les listes rouges retiennent 3 catégories, le catégorie vulnérable, en danger et en danger critique. Donc c'est un agrégat des 4 critères précédents. Et c'est ce qui nous donne, entre guillemets, le pouls de la biodiversité sur un pas de temps donné. Alors qu'est-ce que nous disent ces listes rouges? Ils nous disent qu'à l'échelle mondiale, on a 35% des amphibiens. Les amphibiens, c'est tout ce qui est grenouilles qui sont menacés à l'échelle mondiale. 22% des mammifères, 20% des reptiles, 13% des oiseaux. Et ça, c'est à l'échelle mondiale sur la base de 40 000 espèces évaluées. On ne connaît pas toute la biodiversité à l'échelle mondiale. Et ces constats se retrouvent également en France, où on a des proportions qui vont varier en fonction des groupes taxonomiques. Mais sur l'avifaune, on est à 30% de l'avifaune qui est considérée comme menacée, 6% des papillons de jour, 20% des poissons d'eau douce. Donc la plupart des groupes taxonomiques français sont évalués parce que relativement bien connus. Donc ça, c'est des constats assez généraux, mondiaux et nationaux.
Et quand on descend à une échelle plus infra, donc Bourgogne-Franche-Comté, l'exercice a été réalisé aussi, notamment par la LPO. Et sur le monde des amphibiens, en Franche-Comté, on est à 31 espèces menacées. La Bourgogne, on est à peu près sur un quart qui sont menacés. Voilà. Les reptiles, on est à 25%, à peu près, un peu moins peut-être pour la Bourgogne. L'avifaune, 40% de notre avifaune est menacée de disparition à plus ou moins moyen terme. 35% en Bourgogne, hein, on est sur des ordres de grandeur à peu près similaires. Et ça, c'est travaillé avec des indices, au-delà donc des critères principaux que j'ai évoqués tout à l'heure, et des indices qui sont produits de manière annuelle, notamment pour l'avifaune. On n'a pas forcément ces mêmes constats sur tous les groupes, mais c'est travaillé à travers un programme développé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, hein, qui s'appelle le programme Stock EPS, qui permet de donner des tendances des espèces associées à des grands environnements, environnement urbain, environnement forestier, environnement agricole. Et c'est les tendances qu'on observe ici. Donc moins 0,7% pour le milieu forestier, moins 27% pour les milieux bâtis, et puis les milieux agricoles, on est à moins 30%. Hein. Bon, c'est peut-être pas les tout derniers chiffres, ça va jusqu'à 2020, mais en tout cas, les dynamiques se retrouvent également côté Bourgogne-Franche-Comté. Alors, quelques exemples pour l'illustrer. Un oiseau assez emblématique de notre campagne Bourgogne-Franche-Comté, qui était présent en Bourgogne, maintenant elle n'y est plus, elle a disparu. Elle est encore présente en Franche-Comté, mais on est tombé à un seuil dérisoire de 13 couples, hein, une petite dizaine de couples. Et on peut dire cocorico, on peut être heureux de l'avoir encore. Les Suisses l'ont perdu en 1985, hein, alors que la Suisse est juste à côté. Donc ce n'est pas qu'une histoire d'aire géographique. Une autre espèce, encore moins emblématique, le moineau friquet, qui lui, il est à moins 70% depuis les années 2000. Autant dire que demain, il aura disparu de Franche-Comté et de Bourgogne. Donc là, c'est des espèces voilà, qui sont peut-être que vous avez connues dans votre enfance ou même que vous avez toujours actuellement à côté de chez vous, mais demain, il y a de fortes chances qu'elles n'y soient plus. Alors, les causes associées à cette régression, ça a été travaillé, comme je disais tout à l'heure, par l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Et cet organisme identifie 5 grandes causes principales de régression de la biodiversité, d'érosion de cette biodiversité. Il y a la destruction et la fragmentation des habitats, les invasions biologiques, la pollution et les biocontaminations, la surexploitation des ressources et les changements climatiques. Et cet organisme a également travaillé quelle était la primauté entre guillemets de chacun de ces critères au regard des constats. Et c'est ce qui a été travaillé ici, là, sur les différents environnements terrestres, eau douce et marins. Et la première tranche, c'est les changements d'utilisation des terres. C'est le principal facteur drivant la perte de biodiversité. Alors parmi les exemples, le climat, hein, ça c'est un exemple qui illustre ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté en termes de précipitations et de température. Et puis, qu'est-ce qu'on entend aussi par espèce invasive? On a par exemple cette plante qui s'appelle l'ambroisie, peut-être que vous l'avez expérimenté, peut-être même que vous avez eu le nez qui coule et les yeux qui piquent au mois de septembre. C'est à cause d'elle. Une petite plante qu'on trouve de manière assez fréquente maintenant sur les bords de route, qui fait même l'objet d'arrêtés préfectoraux imposant la lutte, parce que derrière, il y a des gros soucis de santé publique qui y sont associés. Et c'est une plante qui vient d'Amérique. L'Amérique a beaucoup moins de difficultés avec elle parce qu'elle est dans son environnement de base. Un autre driver, enfin un autre élément qui va affecter durablement la biodiversité, c'est tout ce qui est pesticides. Pesticides, alors certains appellent ça les phytosanitaires pour pouvoir oublier le fait que c'est avant tout des produits qui sont tueurs, tueurs de vie, de plantes, d'animaux. Ça a permis de grandes avancées, dont acte, mais ça a permis aussi de nous polluer sur du très long terme, avec une méconnaissance complète des incidences à moyen terme. C'est-à-dire qu'on évalue un produit, on n'évalue pas la somme de tous les produits, et encore moins la somme de tous les résidus des produits initiaux. Donc, pour dire l'ampleur du désastre entre guillemets qui est associé. La surexploitation des ressources, voilà, un sol qui a été plus que très exploité, qui n'est plus en capacité de recevoir les fortes précipitations, et on se retrouve après avec des marées de boue dans des agglomérations du sud de la France ou espagnoles par exemple.
Et la consommation d'espace, bah là c'est une photo, une comparaison de ce qui se passe à Besançon entre 1960 ici et 2025. Bon, le constat est assez évident, hein. On se rend bien compte que les petits animaux et les petites plantes qui pouvaient se développer ici, elles vont avoir du mal à trouver ce qu'il leur faut dans un environnement urbain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se développer en urbain, mais en tout cas c'est juste pour illustrer les constats associés aux causes de cette régression. Alors ensuite, on peut tous se demander, mais quelles sont les conséquences? Comment moi, en tant qu'entrepreneur, je peux agir sur ces constats-là? Alors ça, c'est le modèle un petit peu général associé à la construction du modèle entrepreneurial, hein, donc le social, l'humain, le productif et la rentabilité économique, le nerf de la guerre, quoi. Donc ça, c'est basé sur la productivité, qui est elle-même basée sur l'humain et qui naturellement dépend du social. Et quand on cherche à pérenniser son activité, l'idée c'est de réinvestir une partie de la somme que l'on a gagnée sur le productif, sur l'humain et sur le social. Mais on oublie un élément essentiel dans cette pyramide, c'est le naturel. Parce que le social dépend directement du naturel, hein. Si on n'a plus rien à manger, on aura beau avoir un modèle économique génial, toute la pyramide va s'effondrer. Et ça investit, donc le naturel joue également sur l'humain et sur le productif pour certaines activités économiques. Par contre, le réinvestissement vers le secteur naturel, pour l'heure, est absolument pas ou quasiment pas travaillé, développé, réfléchi. Alors qu'il peut y avoir des éléments, des retombées intéressantes pour le monde de l'entreprise, qui vont être beaucoup moins ancrés sur une bestiole ou une petite fleur ou une plante, mais ne serait-ce que sur des métriques qui peuvent intéresser certaines activités économiques, notamment l'absentéisme ou les maladies qui peuvent affecter les collaborateurs. Et bien on sait que quand on a une plante verte, alors une plante verte, ça peut être certes un truc exotique, mais ça peut être aussi tout à fait quelque chose d'autochtone, et bien on va réduire un certain nombre de symptômes et de facteurs qui peuvent être source de pathologies. Voilà, travailler dans un environnement en open space est relativement insupportable, alors que, bon, là c'est une caricature naturellement, mais dès qu'on va avoir une vue sur une plante verte, sur un espace jardiné plutôt que sur un mur gris, on va être développer moins de pathologies. Il peut y avoir aussi des exemples, des difficultés associées à l'image même de l'entreprise, hein, qui peut affecter son modèle économique. Alors là, j'ai mis quelques exemples. L'exemple Sagafur, dont le chiffre d'affaires a décru du fait, en fait, de la baisse de consommation de fourrure par les consommateurs, parce qu'il y a une prise compte du bien-être animal, hein, qui devient de plus en plus prégnant dans la société. L'exemple de Nutella aussi, qui avait fait grand bruit à l'époque, hein, 2019, qui avait perdu 10 points de part de marché, juste par le fait qu'elle maintenait une activité basée notamment sur de l'huile de palme dans ses formulations de pâte à tartiner. Et un autre exemple récent, peut-être que vous en avez entendu parler, ça a bien défrayé la chronique, la cigogne qui est morte, hein, parce qu'elle a succombé, coincée, dont le bec était coincé dans une bouteille Coca-Cola jetée innocemment au bord de la route. Et également des impacts réglementaires, parce qu'un grand nombre d'espèces est protégé, et là, c'est un exemple du moineau qui n'est pas du tout identifié comme étant une espèce protégée. Pour autant, si on le détruit, si on bouche le trou dans lequel il a décidé de s'installer, on s'expose à un risque de 150 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Souvent, les entreprises se disent finalement, il n'est peut-être pas inintéressant de prendre en considération ce moineau, surtout à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde est en capacité de prendre une photo du trou du moineau qui a été bouché à la mousse expansive. C'est un facteur très très important et qui devient extrêmement prégnant actuellement, y compris par l'administration qui le prend de plus en plus en considération. Donc ça, c'est des éléments évidents. Et puis là, c'est ce qu'on peut travailler tous à notre échelle. On peut avoir des impacts positifs vis-à-vis de la biodiversité en simplement modifiant notre rapport à cette biodiversité. Bon, l'exemple classique, l'installation de stickers sur les baies vitrées comme ici serait pas négligeable pour limiter le risque de collision qui va engendrer une surmortalité pour les oiseaux. On pourrait également réfléchir à est-ce qu'on n'a pas des cavités pièges dans lesquelles des animaux vont tomber et mourir, ou façon de gérer nos structures arborées. Plutôt que de couper un arbre qui est dit dépérissant, peut-être juste élaguer les parties qui sont problématiques pour notre sécurité. Ce faisant, on va continuer à avoir un arbre vivant qui va continuer à stocker du carbone, qui va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis quand on coupe une branche, ça génère un trou. Un trou, c'est un endroit où un moineau peut venir s'installer.
On peut mettre des échappatoires sur des bassins d'orage, on peut végétaliser ces bassins, on peut gérer différemment notre végétation. On n'est pas obligé d'avoir un espace green de golf en extérieur, on peut aussi avoir de l'herbe folle, entre guillemets. C'est pas négligeable. On peut également accueillir des gîtes favorables. Rien n'existe de tout fait quand la nature n'est pas assez rapide pour pouvoir les générer, y compris dans du bâtiment. Actuellement, dans les phénomènes d'adaptation aux modifications climatiques, on réisole beaucoup nos habitats. On peut intégrer des gîtes de manière à pouvoir maintenir l'accueil de la biodiversité. Alors, c'est quelques exemples. Modifier nos façons de faire, là c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est quelque chose qui commence à avoir un petit peu le vent en poupe, mais derrière ça a des réelles répercussions, c'est-à-dire que sur une surface équivalente, on va produire plus, différemment, mais produire plus. Par rapport à l'eau, à la ressource en eau, une rivière qui va être méandrée va pouvoir retenir plus facilement des masses d'eau, donc on va avoir de l'eau pour pouvoir boire, pour pouvoir irriguer. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont avoir des répercussions positives. Et si on reste sur le monde de l'agriculture, là c'est quelques exemples de savoir si oui ou non, quand on fait des cultures en mélange, c'est bénéfique ou c'est pas bénéfique. Et bien sur le long terme, on s'est rendu compte que les structures étaient plus productives et on avait une amélioration globale de la fertilité des sols. Donc là c'était quelque chose d'assez innovateur dans la perception de notre agriculture moderne, et un travail tout à fait récent là, donc je remercie Brieux d'ailleurs de m'avoir alerté sur cette publication, qui sort de 2024 à travers le constat de Bourguignon qui observait le fait qu'ils n'avaient plus de rentabilité, de productivité de cassis, et en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient 99% de leurs pollinisateurs qui s'étaient effondrés, et intégré dans un raisonnement un petit peu plus large, en fait les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait un peu à l'instar de ce qui s'est passé sur le climat, des points de bascule. C'est-à-dire qu'on peut avoir une gestion très intensive de nos espaces, on va toujours avoir une dépendance de la biodiversité. Et plus on va intensifier notre gestion de l'espace, à un moment ou à un autre, on va arriver sur un point entre guillemets, de non-retour où tout ce qu'on pourra amener en plus ne permettra pas de maintenir notre productivité. Donc voilà, c'était les principaux éléments que je voulais présenter autour de la biodiversité et le fait qu'on peut la prendre en considération, qu'il suffit juste de modifier un petit peu nos façons de faire au quotidien, d'accueillir la biodiversité, de ne pas la considérer comme une contrainte, parce qu'actuellement c'est avant tout le principal prisme de lecture, c'est la biodiversité, ça nous embête, c'est usant, c'est fatigant, mais en fait on en est dépendant et il y a des solutions pour améliorer notre cohabitation avec. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marc, tu peux rester ici. Je vais également inviter Ingrid à nous rejoindre pour quelques minutes. Tu peux mettre combien on a? Ouais, super, merci. Quelques minutes de questions-réponses de la salle pour nos intervenants. Vous m'entendez? Oui. Alors moi j'avais une question, parce qu'à un moment vous avez parlé des milieux nourriciers, et plus ils étaient nourriciers, moins ils étaient biodivers, et je trouvais ça complètement contre-intuitif, et je ne comprenais pas trop le raisonnement. Alors le raisonnement, c'est pas moi, c'est le constat. Alors, en fait, par exemple, un habitat qu'on avait appelé une pelouse en France, c'est une prairie, ni plus ni moins. C'est un assemblage de graminées et de plantes à fleurs. Ces pelouses, ce sont des habitats qui vont s'installer sur des sols relativement peu épais, qui ne vont pas avoir une bonne réserve hydrique et qui vont être peu nourriciers dans le sens où il y aura peu de matière organique, il y aura peu d'éléments nutritifs pour les plantes et notamment de l'azote. Ces habitats en fait, hébergent une très grande biodiversité. C'est l'habitat principal des orchidées, par exemple, les orchidées chez nous. Si on commence à apporter un gros volume de fumier sur ces prairies-là pour augmenter leur productivité herbagère, quand je dis grosse quantité, c'est pas forcément énorme. C'est-à-dire qu'on peut constater ces effets-là à des échelles beaucoup plus réduites. En fait, on va perdre l'ensemble des plantes qui vont être spécifiques des milieux de pelouse pour avoir en fait une prairie banale, pardon pour l'expression, mais où on va avoir très très peu d'espèces. D'une manière générale, on va passer d'un environnement à une 40-50 espèces différentes à 10. Et 90% des prairies franc-comtoises, on est à 10 espèces.
quand vous mangez un fromage qui s'appelle par exemple le comté, hein, où pendant très longtemps on a tapé en disant ouais, le comté c'est super, c'est basé sur une grande biodiversité de fleurs qui va donner son goût, c'est un fantasme. L'essentiel du comté est basé sur 10 espèces. Hein, voilà, donc c'est en ce sens-là. Après, également, d'une manière plus générale, ça a été aussi constaté notamment dans des déserts biologiques marins, mer Rouge, si mes souvenirs sont exacts, qui étaient très riches en éléments nutritifs, notamment azotés, du fait des pratiques agricoles du bassin d'alimentation de la mer Rouge, et on avait un effondrement de la production de phytoplancton et de zooplancton associés. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à peu près, mais sur les mécanismes derrière, je ne maîtrise pas le sujet. Bonjour. Petite question pour situer cette érosion de la biodiversité qu'on peut avoir, qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à un temps un petit peu plus long vis-à-vis des autres extinctions qui a eu lieu dans des temps géologiques un peu plus anciens. Est-ce qu'aujourd'hui elle est comparable ou pas encore? Alors, c'est raisonné à l'échelle de ce qu'on appelle nous, on est un humain, on se définit comme Homo sapiens. Le mot homo, c'est notre nom de genre. Et alors, les scientifiques évaluent la rapidité des extinctions, notamment en travaillant sur les genres, en fait, qui vont regrouper un grand nombre d'espèces. Et les rythmes d'extinction sur un pas de temps donné, a priori, sont largement supérieurs à ce qui était constaté dans les crises précédentes, où en fait, ça se mettait en place sur des pas de temps relativement longs, plusieurs années, plusieurs milliers d'années, que nous, là, en l'espace d'une vie humaine, grosso modo, on constate cet effondrement. Alors, avec une accélération, hein, c'est ce qui était travaillé dans les papiers, enfin les illustrations que j'ai présentées tout à l'heure, mais qui est à l'œuvre depuis déjà bien plus longtemps et qui est également dépendant de notre espèce. Et le meilleur exemple, c'est le constat de l'Australie avec la mégafaune. C'est-à-dire qu'avant que l'humain soit en Australie, il y avait des mastodontes, il y avait des animaux qui étaient énormes. Et l'homme est arrivé, ils ont disparu en quelques milliers d'années, le temps que l'homme colonise l'ensemble de l'Australie. Oui. Alors, des nouvelles espèces pour l'entité géographique Bourgogne-Franche-Comté, oui. Mais ce n'est pas des espèces nouvelles pour la science. Voilà, il faut faire une petite distinction. Ouais. Mais oui, notamment dans des groupes qui sont très très mal étudiés. Les escargots, pour l'exemple en date que j'ai en tête, on a trouvé il y a 2 ou 3 ans un escargot qui n'avait été jamais observé en France par le passé. Voilà. Une relique entre guillemets glaciaire. La dernière espèce nouvelle pour la science d'oiseau qui a été trouvée en Europe, c'est, si mes souvenirs sont exacts, 1950-1960 avec Cocorico, la citelle corse. Moi, je m'interroge par rapport à l'histoire de la météo. Enfin, l'exposé que vous avez donné. Merci déjà à tous les deux pour ce que vous avez donné, même si je reviens à la météo, je fais juste un aparté. Même si je suis toujours un peu embêté lorsque j'entends des choses où on est très catégorique. Je ne mets pas en question le fait qu'il n'y a plus de biodiversité, ou les pesticides, ça casse tout, etc. Ce qui me dérange un peu, c'est que dans ce fonctionnement-là, on entraîne un peu de culpabilité. Et moi, ça me gêne, parce que je pense que ça fait des années qu'on travaille la culpabilité chez les gens, et que c'est pour ça qu'on est ici. Au lieu peut-être d'imaginer, regarder le demain. Voilà, ça c'est un aparté. Et en même temps, merci pour ces explications très claires. Concernant la météo, je me pose une question. Moi, j'avais lu que c'est dans les années 74, 13-14, qu'on a commencé à avoir des premiers rapports qui disaient que c'était le bazar, pour pas dire le bordel, et qu'on allait dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a comme différence de fiabilité entre les informations qu'on avait dans les années 70 et les informations qu'on a aujourd'hui ? Parce qu'il s'est écoulé 50 ans et on n'a pas fait grand-chose.
entre les deux. En tout cas, nos dirigeants n'ont pas fait grand-chose. Et pourtant, vous continuez toujours à donner, j'allais dire, la pluie et le beau temps, et à faire qu'Evelyne Delia dit bonjour le soir pour dire qu'il fera soleil au sud et un peu de pluie au nord. Donc, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a eu une différence au niveau de la fiabilité ou pas. Et pourquoi est-ce que nos gouvernants n'écoutent pas cette différence de fiabilité ? Bon, alors, je peux peut-être répondre à la première question, mais la deuxième, ça va être plus compliqué. Oui, il y a une différence de qualité de conclusion, on va dire, par rapport aux études qui sont faites et à la recherche, puisque là, en fait, on essaye de comprendre les phénomènes. Vu que je vous ai expliqué, donc c'est complexe, les mécanismes, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et tout est imbriqué. Et donc, déjà, la première réponse, c'est que oui, effectivement, la sonnette d'alarme a été déjà tirée il y a plusieurs décennies, mais au début, le premier rapport du GIEC faisait des synthèses de quelques peut-être centaines de publications internationales, et aujourd'hui, là, le dernier rapport, c'est 66 000 publications. Donc c'est un sujet qui inquiète de plus en plus, et donc les États mobilisent de l'argent et les laboratoires de recherche ont les moyens de travailler de plus en plus. Et en plus de ça, nos moyens aussi, nous on a des supercalculateurs à Météo France qui sont dédiés pour 50% en temps de calcul pour faire de la prévision, pour savoir le temps qu'il va faire demain. Et aussi pour faire tourner des modèles de projection climatique et donc pour faire des calculs pour savoir quel sera le climat possible selon un certain scénario d'émissions de gaz à effet de serre en 2100, ça prend du temps de calcul, ça prend des ressources, et donc les moyens aussi informatiques ne sont pas les mêmes aujourd'hui que dans le passé. Voilà, donc oui, on en sait beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'on savait avant. Et oui, alors par contre, pour répondre à votre deuxième question, là, je crois que je vais mettre mon joker. Pourquoi est-ce qu'on ne nous écoute pas Sûrement que c'est fait peur et on préfère faire l'autruche. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Bon. Oui, je vais compléter, si je peux me permettre. S'il y a une forte activité, je pense que vous faites référence au rapport Mido, qui date des années effectivement 70, qui était le premier rapport qui alertait sur les modifications climatiques. Mais en fait, s'il a alerté les décideurs sur les enjeux climatiques à venir, il a aussi alerté les businessmen du pétrole des risques qui pèsent sur leur modèle économique. Et donc, naturellement, un peu à l'instar de ce qui a été constaté sur le tabac, ils ont tout mis en œuvre pour décrédibiliser ces approches, demandant à ce qu'on apporte des preuves supplémentaires encore et encore et encore. Et puis, on reste des humains, on est facilement corruptible. Il est assez facile de corrompre. On peut imaginer un Donald Trump, par exemple, pour ne citer que lui, avec quelques euros ou quelques dollars bien placés. Et ceci explique cela. Et après, il suffit de noyer le poisson et le constat dressé par Ingrid et celui qu'on vous a exposé ce soir. Et rapidement sur la biodiversité, je m'excuse si mon propos était culpabilisant, mais fondamentalement, la biodiversité, elle n'en a strictement rien à faire de nous. Donc effectivement, on n'a pas à être culpabilisé du constat, mais on doit tous s'interroger derrière sur notre dépendance à cette biodiversité, parce qu'on en est directement dépendant. Protéger la biodiversité, in fine, c'est se protéger nous et notre avenir. Donc c'est vraiment ce point essentiel qu'il faut avoir à l'esprit. La biodiversité, demain on disparaît, demain tout s'effondre, c'est pas grave, il y aura encore de la vie sur Terre. On n'est pas dans une crise de disparition de la vie, sauf à ce qu'il y ait une météorite qui vienne s'effondrer sur la Terre, et encore, parce que les dinosaures nous ont appris qu'il y avait encore des espèces après. Voilà. On va prendre une dernière question courte, réponse courte. C'était pas culpabilisant, c'est très éclairant en tout cas pour moi, merci. Est-ce qu'on a vu sur un tout petit temps l'effet Covid sur la météo ou la biodiversité? Le fait qu'on s'arrête pendant quelques temps là? Sur la biodiversité, ça a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait des animaux à côté d'eux, oui. Après, sur le climat, Ingrid a peut-être plus d'éléments. Sur les émissions de gaz à effet de serre, oui, mais après sur le climat, une pause de si peu de temps, j'ai pas d'éléments assez sûrs pour vous répondre de manière certaine. Il me semble qu'il y a une baisse d'émissions de 6% sur la période, sur le confinement strict,
Et c'est ce qu'on devrait faire chaque année, cumulé, mais au bout de 12 ans, on a dépassé les 12 mois, donc on n'aurait pas fait assez. En tout cas, on a observé, mais c'est un arrêt total de l'activité. Donc, question. Merci en tout cas à tous les deux. Merci pour vos présentations et ces éclairages. Et avant d'enchaîner, je voudrais juste répondre. Comment t'appelles-tu la personne, toi qui as posé? Stéphane, merci beaucoup pour ta question, parce qu'elle éclaire quelque chose d'important. C'est qu'on a commencé par l'expression de faits scientifiques, et puis derrière, il y a des choses qui s'y mêlent, qui sont des interprétations, et voire même des positions politiques. Et je te remercie d'avoir maintenu ton esprit critique et de nous avoir alertés sur le glissement qu'il y a entre les deux, parce que vous avez tous à faire ça. Là, on était sur les faits scientifiques, mais au fond, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et c'est tout ce que ce parcours enfin, c'est l'objet de ce parcours. C'est à vous de vous positionner. Peut-être que parfois, certains de nos intervenants laisseront voir leur opinion dans les conférences, et vous avez à prendre ça en restant autonome et pas en prenant ça comme parole d'évangile, bien évidemment. Et je vous invite aussi à avoir en tête que bien sûr, on peut vouloir changer nos modèles d'affaires parce que c'est bien, entre guillemets, mais aussi parce que ça va nous impacter. Et on est déjà rentré dans une phase où tout ce qu'on vous dit là crée des turbulences qui sont palpables sur votre bottom line. Et donc aussi, agissez à partir d'un instinct de préservation et pas juste de ce qui vous semble être bon pour le monde.